Si je tiens ça sur le côté, un peu à la Gangsta Style, ça fonctionne aussi. Ce que tu veux. Tant que tu parles dans le côté. Cool. Tu peux le tenir de même comme un rapper. Glock. Test. Yo. OK. On est en live. OK, guys, les gens qui sont dans le live, bienvenue déjà. On fait un podcast un peu comme dans nos débuts. JS et moi, OG Style. Puis voilà, on va discuter des nouveautés, peut-être amener plus l'approche recrutement pour aller chercher de nouveaux employés. Des gens qui écoutent le live, si vous cherchez un travail, il y a des opportunités d'emploi chez Océane. Est-ce que tu veux en parler rapidement? Absolument. Je vous dirais, typiquement, on a des opportunités d'emploi en entretien ménager. On paye là, grosso modo de 18 à 22 $ de l'heure, dépendamment de votre expérience. Donc, c'est quand même un salaire qui est très décent, surtout si vous êtes aux études, moyennement 100%. allumé, rapide et en forme. Définitivement, on a des horaires flexibles. Puis avoir un pied dans la business, c'est excellent aussi si vous voulez monter dedans ensuite. On a la plupart, en fait, tous nos cadres chez nous, on fait de l'entretien ménager pour débuter. Partant de notre CPA, notre contrôle qualité, passant par la directrice RH et admin, et ça a tout passé par l'entretien ménager. Fait que vous avez un pied dans la porte. Excellent. Est-ce que tu veux expliquer ton mindset aux gens qui nous écoutent? C'est quoi ta mentalité de patron? Est-ce que tu es classique? Est-ce que tu es innovant? Ça ressemble à quoi un peu la manière que tu gères tes employés, par exemple? C'est sûr que c'est une question qui a quand même plusieurs volets. Niveau gestion des ressources humaines, je vous dirais que j'ai un style qui est très militaire, un peu hard-ass, et c'est la raison pour laquelle, justement, on a engagé Cédric et Roxane et Vicky maintenant, qui s'occupent de faire plus la gestion day-to-day avec les employés. Je suis quelqu'un qui aime ça quand c'est vite fait et bien fait, et dans tous les modes de communication aussi, c'est un peu la même chose. Si j'écris un courriel, il n'y a pas de flafla. Si je passe un message aux employés, il n'y a pas de flafla non plus. On va se le dire, des fois, ça peut être mal interprété par la génération qui est un peu plus bubble wrap. Qu'est-ce que tu veux dire, Disons que la nouvelle génération, faut peut-être être plus doux quand on approche des points ou des améliorations à faire. Tandis que je suis plus un peu style baby boomer dans ma communication. Je m'explique. Pas trop d'émoticônes. S'il y a de quoi à faire, il n'y a pas 18 phrases. C'est straight to the point. Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux? Écoute, c'est différent. Mais c'est pas adapté nécessairement à la main-d'œuvre d'aujourd'hui. Et ça, j'en suis conscient. Et c'est la raison pour laquelle j'ai engagé du monde qui sont beaucoup mieux que moi pour communiquer avec les employés. Donc, grosso modo, je vais avoir des objectifs stratégiques. Ensuite, je les envoie en bas. J'aime pas ça dire en bas, on va dire à côté. OK? Je les envoie à côté à Cédric et Roxane qui vont convertir ça en des objectifs opérationnels. Donc, stratégique, c'est une vue d'ensemble. Exemple, on est à l'automne, il faut hypothétiquement que tous les tapis d'hiver soient installés. Objectif stratégique, avec un timeline, etc. Roxane et Cédric, eux, vont scinder ça et envoyer ça sur tous les contrats, sur les employés. Ils vont leur dire, écoutez, tel bâtiment, il faut que ça soit fait telle date, tac. Et ensuite, ils vont faire le relais. Donc, c'est deux types de communication qui sont importants. Puis je vous dirais souvent, le problème dans les grosses business, c'est que soit le stratégique ou l'opérationnel n'est pas aligné. C'est pas le même message. Damn. C'est vraiment intéressant. On parle souvent de mindset dans nos podcasts, mais je pense que c'est intéressant de faire comprendre, surtout pour les jeunes nouvelles personnes qui rentrent dans le live, mais les nouvelles personnes qui font la découverte du podcast, tout simplement, d'apprendre à te connaître à nouveau. Donc, ce serait quoi, mettons, en une phrase, comment tu te décrirais comme personne entrepreneur, finalement? Dans la mauvaise période de l'histoire, je me considère un petit peu trop ferme pour être disons, opérer une business en 2023. Je suis quelqu'un qui est vraiment old school, je vais m'exprimer par exemple. Vas-y. Un fournisseur pour moi, tu sais, le fameux 30 jours, 60 jours, c'est inconcevable qu'un fournisseur ne soit pas payé le lendemain de sa job ou le surlendemain. Tous nos fournisseurs, en tout est l'exemple, là, à part d'exception, quand on a quelqu'un qui est en vacances, généralement, tu es payé à comme 2-3 jours ouvrables max. C'est vrai, là, 100%. Puis, tous nos fournisseurs sont payés avant nos employés. Pour vous donner un ordre de grandeur, mettons qu'on finit un cycle le samedi à 23h59. Souvent, nos fournisseurs sont payés le lundi ou mardi. L'argent est d'une importance capitale pour moi. Puis, on dirait que dans notre génération, il n'y a plus de... Tu sais, tout le monde s'en fout. Ça prend un petit peu de temps avant que ça soit payé. C'est pas grave, c'est pas tous les montants, puis c'est plus loin. Ça, je te dirais que ça serait niveau monétaire. Niveau employé, niveau gestion. On en a parlé un petit peu, mais... Je suis très ferme. Je suis très ferme dans mes approches. Il y a très peu de personnes qui passent à travers les 3 premières semaines chez nous.
Bon, notamment, on est extrêmement tête dans notre recrutement. En partant, si vous faites appeler par Roxane, partez de la prémisse qu'on a analysé en moyenne de 50 à 100 CV avant de vous faire appeler. Okay? Wow. Ça, c'est statistique. On a un CRM, on le calcule. Si vous faites appeler, on tient à peu près une personne sur 5. Et sur la personne sur 5, malheureusement, souvent au bout de 3 semaines, il y en a à peu près 1 sur 12, 1 sur 3 qui reste. Fait que là, on est quoi? On est 1 sur 2 sur 1 sur 5 sur 1 sur 50. Fait qu'on retient une fraction des candidatures qui nous sont présentées, mais on n'a pas de taux de roulement. Le monde entre chez nous, reste chez nous. On a très, très, très peu de roulement comparé au marché. C'est surprenant. C'est surprenant avec le marché actuel parce que le taux de roulement est immense. En fait, les employés en ce moment ont le gros bout du bâton. Oui, absolument. Et le fait que tes employés sont loyaux, finalement. Là. Oui, le salaire, je pense, c'est une partie importante, mais ce serait quoi les autres parties prenantes pour qu'un employé reste long terme dans une entreprise? C'est lui faire comprendre la valeur qu'il apporte, qu'il ajoute. Puis ça, c'est pas juste au niveau des employés, direction ou cadre ou quoi que ce soit. Il faut comprendre que les employés sur le terrain sont aussi, sinon plus importants que les employés en gestion. Un employé en gestion, ça génère pas du revenu. Okay? Quand tu es comptable, quand tu es avocat, dans une compagnie opérante, évidemment, là, quand tu es en admin, ressources humaines, tu n'apportes pas de revenus à proprement dit. Ce qui rapporte un revenu, c'est la personne qui fait l'entretien ménager sur le terrain. Puis ça, il faut en prendre conscience. Pas d'employés, pas de cadre, pas d'employés. Donc, les employés sont aussi importants que le PDG dans une business parce que le PDG ne peut pas opérer sans employés. Ça, souvent, c'est très... Il faut que je plug le mot dichotomique aujourd'hui. C'est très dichotomique. Un par podcast. C'est un par podcast, le mot dichotomique. Souvent, on dirait qu'il y a une ligne qui est faite dans la hiérarchie. Je ne sais pas pourquoi, là, mais dans un business, il y a une ligne qui est faite. Puis à partir de cette ligne-là, tu as tout le temps le monde d'au-dessus qui dit « Hey, ils sont bien sans dessin, ils réfléchissent pas en haut. Puis tu as le monde en bas qui dit « Hey, ils comprennent pas les problèmes, les vrais problèmes du terrain au-dessus. » Mais cette ligne-là, on ne l'a pas chez nous. Ça ressemble à quoi ta structure? Bien, les employés, il faut qu'ils s'adressent à Roxane et Cédric, c'est des besoins opérationnels. Mais dès qu'il y a un petit problème ou une petite tension, venez me voir. Écoute, ça l'arrive des fois. Je veux dire, tu peux pas avoir de fit, exemple, avec un boss, puis les deux personnes sont excellentes. Je pars tout le temps de la prémisse que c'est de ta faute s'il y a un employé qui ne performe pas. Pourquoi? Soit qu'il ne devrait pas être chez vous, c'est toi qui l'as engagé. Il n'est pas atterri ici, là, un lundi matin, là, poup, avec son balai et sa mob dans une tour. Là. Tu sais, je veux dire, s'il est là, tu l'as engagé. Fait que soit que tu l'as engagé et tu n'aurais pas dû, ou soit que tu l'as engagé, puis selon moi, c'est plus la deuxième option, soit que tu l'as engagé, mais pas pour faire les bonnes tâches. L'un de nos employés, très peu de finition, mais c'est un petit tank. Okay, le gars, c'est un tank. À peu près ta carrure, mais avec une centaine de livres de plus. De muscles. Wow. C'est vraiment un tank, le gars. Il n'y avait aucune finition. Il était petit, aucune finition. Fait que là, ça marchait pas sur l'entretien ménager. Là. Lui, il passait le squeegee, il le cassait en deux, il buvait le Windex. Oui, c'est lui. Non! C'était une façon de parler pour boire le Windex, ça c'est un autre. Mais, tu sais, c'est un mâle alpha. Lui, aucunement capable de la finition. Là, à un moment donné, je fais, Christy, ça marche pas. Lui, tu peux pas lui donner de la finition. Mais lui, pour sortir des gros meubles, sortir des conteneurs puis débloquer des chutes, là. C'est ton gars. Écoute, un coup de poing puis de la chute à débloque sur 14 étages, là. Fait que la job, généralement, exemple, les filles sont plus minutieuses, sont attentives, sont bons sur les petits détails, n'étaient pas capables de pousser des conteneurs ou débloquer des chutes. Mais lui, mon gros gorille, il a pas de problème à le faire. Fait que vous comprenez que, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, les filles, faites sa finition à lui. Exact. Monsieur C, on va l'appeler Monsieur C. Monsieur C, faites la job des filles. Hey, lui, était-tu content? Job de bras, journée longue. Hey, je vais pouvoir faire de la cote en même temps, blablabla. Les filles, bon, j'aurais pu me casser des ongles comme poussant des conteneurs. Fait que vous voyez que c'est de la faute de l'employeur, ultimement. Si j'avais allumé là-dessus dès le début, c'est pas de la faute de l'employé. Il était juste pas au bon endroit. Fait que c'est de valoriser ses employés puis de comprendre leurs compétences puis les avantages finalement qu'ils ont à participer dans l'entreprise. Hein. Parce que on est une des premières générations, en fait, plus vous. Moi, je suis déjà rendu vieux, 35 ans, je suis même plus dans votre génération. 24 ans, 24 ans. Tout dépendamment si vous êtes TikTok ou peu importe. C'est quel âge? 24, je viens d'avoir 24. Fait que tu vois, toi, t'es dans une autre génération. Je pense que toi, t'es milléniaux, puis moi, je suis Gen Z. Ouais, t'es un Gen Z, puis l'argent n'est plus la priorité numéro 1 en business, les Gen Z. C'est la flexibilité, puis
bonheur / plaisir au travail. Nous, c'est un in-between. Puis si on regarde, mettons, la Gen X puis les boomers, eux, c'est salaire. Un boomer, c'était normal de détester ta job tant que ça payait bien puis était confortable là-dedans. Oui, 100%. C'est vraiment différent. Puis là, présentement, ce qui est particulier, c'est on a des gros chocs culturels dans les entreprises parce que tu as 4 générations qui chevauchent avec des objectifs différents. Culture différente aussi. Ben oui, absolument. Absolument, ça, c'est une autre chose. C'est changement. Caucasien, européen versus latino versus asiatique versus sénégalais, c'est des approches complètement différentes de travail. Là. Est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre? Non. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais elles sont toutes différentes. Fait qu'il faut s'adapter. Parlons chiffres. Là, je dis pas chiffre d'affaires, mais chiffres. Au niveau des employés, vous êtes rendu à combien activement? On navigue entre 50 et 60. On est assez stable depuis quelques mois. Cool. On a de façon très volontaire, on lean notre portefeuille. Ce que je veux dire par là, c'est que les clients indésirables, on les sort. On a ce luxe-là. Fait qu'on est en train de leaner le portefeuille. Là, on va rentrer en, si tu veux, processus de croissance. Cool. On a atteint un stade, là, pour faire simple, je vais vous donner 2-3 notions. Là. On a ce qu'on appelle des coûts fixes. Okay? Des coûts fixes dans une business, c'est qu'il y ait un contrat ou 500 contrats, c'est sensiblement les mêmes coûts. Par exemple, louer un bureau. Par exemple, louer une voiture. En l'occurrence, un coût qui est quasiment fixe, c'est le personnel corporatif. Que j'aille une directrice en RH, un directeur des opérations, puis un responsable du contrôle qualité. Que j'aille 25 contrôles, 50, habituellement, quand ils sont capables de tout faire dans leur semaine, c'est le même coût. Fait que ce qui est arrivé en juin, c'est qu'on a engagé Vicky, qui est soit dit en passant, rendu contrôle qualité chez nous. C'est vraiment une belle histoire. Elle a démarré entretien ménager, puis on a vu son potentiel, puis elle a monté. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup de coûts fixes de plus que rentrés. Fait qu'on a tombé dans une petite vague depuis juin que la baisse du profit est substantielle. Fait que c'est normal. On a le même chiffre d'affaires, mais on a une personne de plus sur le payroll. Mais évidemment, on se prépare pour une croissance. C'est contre-intuitif, mais là, on est bien installé pour une croissance. Parce que lorsqu'on avait juste 2 personnes au corporatif, on n'était pas prêt à une croissance. On était à côté dans le day-to-day. Là. On avait l'eau ici là, dans le day-to-day. Fait que quand tu arrives avec un autre contrat, tu pognes le bouillon. Là, avec une 3e personne, ben, on a l'eau ici. Là. Fait qu'on est prêt. Là. Ça coûte plus cher à l'entreprise, mais on est prêt pour une croissance. On a une croissance, l'eau monte juste un peu. Fait que là, on est prêt pour la croissance. On embarque dans une phase de croissance. On a, mon Dieu, 7-8 contrats, gros contrats en stand-by de signature. Mais on est prêt. C'est une belle saison. On est prêt à décoller. Quand tu dis en stand-by, c'est parce que tu veux prendre le temps que ta structure soit mise en place ou c'est un stand-by, c'est un délai avec tes clients? C'est des délais normaux, légaux, administratifs avec les clients. T'sais, ce que j'appelle souvent, là, il y a une entente, une poignée de main. Dans le sens, on vous prend, mais laissez-nous le temps de guérir nos affaires. Jamais rien de certain, mais habituellement, je te dirais 75-80% de ces deals de poignée de main-là sont conclus. C'est quoi les critères quand tu engages quelqu'un? Comment tu fais ton processus d'embauche? On en a déjà parlé, mais j'aimerais que tu renchéris là-dessus. Oui. C'est quoi, mettons, les pointers? Tu te dis, cette personne-là, là, c'est difficile parce qu'on peut pas savoir d'avance, mais cette personne-là, je feel que c'est un excellent fit pour Océane. Côté politesse, côté fiabilité, côté gros bon sens. Okay? Politesse, on fait pas juste l'entretien ménager, on fait du service à la clientèle. On a des tours de luxe. Faut que la personne se présente bien. Ça n'a pas besoin d'être un mannequin suédois. Là. C'est pas ça que je veux dire par se présente bien. Là. Je veux pas que ce soit quelqu'un qui arrive, qui pue, puis exemple, qui sans le pot, sans l'alcool. Quelqu'un qui se présente bien, qui vous voit, qui sourit. Tu me fais un sourire en entrevue, tu as déjà 80% de mon closing. Vous voyez, c'est un bon point parce que dans notre génération, c'est quelque chose de pas utilisé, que je dirais, parce que... Pourquoi? Parce que peut-être la démocratisation, mais c'est le fun que pas que tu l'imposes, mais que c'est une marque de respect pour toi qui est important. Eh ben, non pour seulement la première rencontre avec la personne. C'est un flag, en plus. Si quelqu'un ne vous voit pas, c'est un red flag. On ne dit pas qu'on ne va pas le prendre, mais disons qu'après 2-3 red flags, c'est sûr que tu sors du lot. Puis ça, c'est un red flag. Si tu n'es pas capable de me vous voyer, pour moi, c'est une marque de respect élémentaire. Traitez-moi d'old school, traitez-moi de vieux con, m'en fous. C'est comme ça. Deuxième, c'est la façon généralement comment il se comporte. Côté politesse, est-ce qu'il va garder la porte ouverte? Est-ce qu'il va dire salut? Est-ce qu'il va juste se regarder par terre? Va-tu regarder dans les yeux quand il va parler? Fait que c'est le niveau paraître. OK? Deuxième niveau, c'est gros bon sens. Tout le temps des nouvelles choses en entretien ménager. OK? Il y a tout le temps des nouvelles choses. Je peux vous donner un exemple concret. Okay? Hier, on est sur un contrat, puis il y a une
poubelle qui a été rajoutée, pas par nous, obviously, par le client, mais elle déborde, puis elle déborde, puis elle déborde. Là, comme on dit à l'employé, pourquoi tu ne l'as pas ramassé? Ben, il me dit, ben là, tu ne l'as pas spécifiquement demandé de ramasser cette poubelle-là. Mais tu sais, elle débordait de partout, là. C'était inconcevable. Ça faisait plusieurs jours, là. J'étais comme, gros manque de bon sens, là. Autre exemple. Une boîte de good food, que ça fait 2 semaines et demie qu'elle est là, les mouches sortent de là, God, pas ouverte, ça sent la mort, c'est pas ouverte. On a reçu un message du gestionnaire, puis tu sais, je dis, écoute, on n'a pas mentionné explicitement à nos employés de ne pas le faire, mais ils l'ont vraiment pas fait. Mais c'est le fait qu'ils nous le flaguent pas, tu sais. Puis t'entrais là, ça sentait le tabac 3 petits points. Mais tu sais, c'est le gros bon sens de dire, hey, c'est pas nécessairement ma tâche, mais c'est-tu normal que, est-ce que je dois le ramasser, tu sais, d'en parler. Fait que ça, c'est pas le genre d'employé qu'on veut, obviously. Fait que ce genre d'employé-là, ben, tu sais, on doit le penser. Dans le fond, tu cherches des leaders, là. Tu engages des gens qui sont... qui ont un sens, tu sais, qui sont autodidactes, qui peuvent voir, qui veulent aller pousser un peu plus loin, tu sais, on n'est plus à la petite école. Là. Non, exact. Tu m'as dit de faire ça, si tu me l'as pas dit, je ne le fais pas, tu sais. Cette mentalité-là, on n'en veut pas. On veut des gens qui sont confiants par eux-mêmes, qui sont capables de prendre le lead sur certaines décisions. Ouais. C'est vraiment ça, je pense. Hein? Puis la grosse force qu'on a aussi chez nous, comparé à 99,999% des entreprises, on n'a pas d'échelle salariale à proprement dit. On s'assure que l'équité salariale est respectée, mais on fonctionne sur une base méritocratique. Qu'est-ce que c'est ça? Vas-y, je te laisse. C'est quoi la méritocratie? Ben écoutez, il y a le mot mérite dedans. Fait que ça y va, on y va pas avec l'ancienneté, on y va comment tu es efficace. Fait qu'on a des petits jeunes qui gagnent des salaires de plus que quelqu'un qui a 25 ans d'expérience. C'est quoi la méritocratie? Wow. La méritocratie, c'est exemple, l'employé qui voit le good food dise je t'apporte un problème, le good food est là, je t'offre la solution, est-ce que je peux aller l'acheter? Bang bang, problème, solution, oui. OK, c'est réglé. Ce qu'il faut comprendre, le processus administratif, là, on vient d'éviter un appel du gestionnaire, on vient d'éviter, nous, de devoir te transmettre des photos, on vient d'éviter de devoir faire un suivi avec toi pour que tu jettes ça, on doit éviter ensuite de réécrire au gestionnaire pour confirmer que ça a été fait. Le chemin, tu viens quasiment de m'éviter 1 heure de job en faisant ça. Fait que ça, je vais tout compound, je vais tout additionner ces éléments-là, puis si c'est rentable, je vais le rajouter dans ton salaire. Moi, si tu me sauves l'équivalent de 150$ administratifs par semaine, je vais t'en donner 100. Je vais t'en donner 75, ça va me faire plaisir. Augmentation de 2,50 $. Fait qu'il n'y a pas de comme 25 cents par année ou whatever. T'es bon, on a un employé très fort dans notre coin de Laval. Elle est bonne. Elle est bonne. J'ai dit, hey, bonnie de performance. Tu fais une bonne job, je peux pas nécessairement augmenter ton salaire parce qu'il faut qu'on reste équitable, mais bonnie de performance. Tu fais la job mieux puis plus vite que les autres. Des bonus substantiels, là. C'est à coût de plusieurs milliers de dollars par année. Ouais. Méritocratie. J'ai un employé, exemple, un conteneur qui fonctionne mal. Il pense sur son propre temps à prendre l'huile, huiler la roue, la tester. Si tu me fais ça 2-3 beaux coups comme ça, là, je vais t'augmenter d'1 ou 2 piastres de l'heure. Là. Fait qu'on se ramasse avec des employés qui sont payés 30 piastres de l'heure à faire de l'entretien ménager des fois, là, des défauts. Parce qu'ils sont... Ça vaut ça, à mes yeux. Ça vaut ça. C'est pour ça, souvent, le monde nous dit comment vous faites pour opérer une compagnie de 50 à 60 employés. En payant aussi cher. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec juste 3 staff. 3 personnes staff, comme de direction. Ben, nos employés sont brillants. Nos employés ont du gros bon sens. Nos employés sont allumés. Fait qu'on ne gère pas des robots, on gère des humains. Fait que c'est pour ça qu'on peut payer plus cher, c'est pour ça qu'on peut aussi pricer des fois plus cher auprès du client. Parce que le client, venez pas nous voir si vous voulez le plus bas soumissionnaire. On n'est pas le plus bas soumissionnaire du marché. Je suis désolé, on n'est pas le plus bas. Puis on va jamais l'être parce qu'on n'engage pas du monde qui ont pas d'expérience puis pas de gros bon sens. On engage du monde avec l'expérience, du gros bon sens. Vous payez pour un service à la clientèle, vous payez pour recevoir des rapports d'observation, vous payez pour avoir une qualité de service. Ouais. Moi, je vends pas des Fiat, OK? Je vends des Audi. Je vends de la BM, je vends des Mercedes. Je prétendrai pas qu'on vend de la Lambo, là, mais on vend des véhicules de luxe. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis on a le personnel qui vient en conséquence. Ce serait quoi est-ce que c'est ton but, c'est d'aller te un Lambo? L'approche est quand même délicate parce que lorsque tu atteins un certain stade, il y a ce que j'appelle les très riches. Les gens très riches, puis ça, je pourrais vous pointer avec des endroits spécifiques, ne sont pas dans les complexes hyper luxueux. Contre toute attente, là, les gens très riches sont souvent dans les étages supérieurs de bâtiments haut de gamme, mais pas très haut de gamme.
Par exemple, souvent on a des bâtiments très haut de gamme, puis là j'ai un complexe en tête, là, c'est des faux riches. C'est quoi des faux riches? Ouais. Des faux riches, c'est du monde qui sont à l'aise financièrement, mais qui prétendent être beaucoup plus riches qu'ils sont. Puis ça a un impact sur leur personnalité. Ils finissent par avoir une personnalité de marde. Du genre considérer l'entretien ménager comme un saut métier. Oh. Du genre jeter un mouchoir par terre devant l'employé d'entretien ménager. Oh, ouais. Puis ça, souvent, c'est quand on a des complexes très luxueux qu'on voit ce genre de personnes-là. Pas du haut de gamme, mais du très très haut de gamme. Donc souvent, c'est sécurité 24-24, service de valet, conciergerie 24-24, ce genre de trucs. Il y a une déconnexion vraiment avec... C'est pas une clientèle qui est agréable. On la vit sur quelques endroits, puis c'est des plaintes souvent qui sont pas du tout justifiées. Ouais. Hypothétiquement, il y a une odeur, parce que genre un chien a uriné par terre le samedi à 23h59. T'sais. On se fait appeler sur notre ligne d'urgence, on se fait donner un blast de marde, blablabla, blablabla. C'est ce genre de clientèle-là qu'on ne recherche pas nécessairement. Puis généralement, c'est cette clientèle-là. Si vous êtes en affaires, un des bons cues que je pourrais vous demander, peu importe votre type de business, pourquoi vous ne faites plus affaire avec l'ancienne compagnie? Combien de temps que ça durait avec l'ancienne compagnie? Ces syndicats-là que je vous parle, c'est une compagnie d'entretien ménager par année ou par 2 ans. C'est pas normal. Là. Si tu as changé 3 fois en 3 ans, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis c'est pas le fournisseur, tu comprends? Fait que petit truc, là, faites ça sur n'importe quoi, dans n'importe quel type de business que vous êtes. Là. Si vous voulez savoir quel type de client que vous avez, demandez pourquoi ça ne fonctionne plus avec l'ancien fournisseur. Vous allez être surpris. C'est fou, hein? Fait que toi, j'imagine que ça fait un petit bout, là, mais tu es capable de dire non, je veux pas ces clients-là, donc on passe à autre chose. Puis, t'as-tu pu identifier, mettons, le client idéal que tu veux avoir? Oui. Est-ce que t'es-tu rendu à un point qu'au Québec, genre, t'es rendu un peu limité dans la recherche de clientèle de ce genre-là, ou faut que t'ailles un peu plus loin, ou... Dans la région de Montréal, on est quand même, c'est un très gros morceau, fait qu'on n'est pas limité. Moi, je viens de Granby, là, mais si j'opérais dans le canton de l'Est, c'est sûr que je serais limité. Écoute, là-bas, t'as des vaches, puis ça monte pas plus que 10 étages. C'est ça, ouais. Laval-Montréal, on n'est pas encore limité. C'est 2 grandes villes. Clientèle cible, je vous dirais, ça va paraître contre-intuitif, mais on veut des membres sur un conseil d'administration qui travaillent, c'est des travailleurs actifs, parce que les gens retraités, généralement, sont plus... ils ont du temps à perdre, puis ils vont regarder des détails qui ne devraient pas être regardés, ou ils vont peut-être s'accaparer un peu plus notre tâche en tant que gestionnaire, puis ils vont vouloir bosser nos employés. Donc, quand quelqu'un est loadé, un entrepreneur ou un travailleur est loadé, il n'a pas le temps de faire ça, il nous fait confiance. Un gestionnaire quand même qui est connu, puis parce qu'il faut comprendre la structure des administrateurs ont ce qu'on appelle un gestionnaire. Techniquement, on est supposé interagir juste avec le gestionnaire. Mais souvent, les administrateurs, justement, qui sont retraités, qui ont trop de temps, ils interagissent avec nous directement. Ça skip avec le gestionnaire, manque de l'information, crée de la confusion. Un gestionnaire, je te dirais un gestionnaire occupé aussi. Parce qu'un gestionnaire qui n'a pas assez de tours s'attend sur des détails vraiment banals. Fait qu'il faut que le monde soit occupé pour ne pas être emmerdant. C'est comme ça dans la vie. C'est fou, hein? Faut vraiment que tu sois occupé. OK, on peut faire peut-être un switch vers le flow du podcast qui est un petit peu plus naturel. Savoir, mettons, on parle des nouveautés, de ce qui se passe au niveau de ton personnel. On peut parler de nous deux, puis de la nouveau. Est-ce que tu veux parler du marathon? Oui, en fait, tu fais ça? Je vais. C'est pas encore officialisé, mais vous allez avoir la primeur. On va participer aux 24 heures Tremblant cette année, sous la bannière du Banc de l'immobilier, le Banc de l'immobilier, qui est un groupe sur lequel je suis un des cofondateurs. Le fondateur, je te dirais que c'est principalement impliqué étant Jean-Philippe Jalbert, qui est c'est un acteur assez connu dans le domaine immobilier. Donc, on va avoir une équipe en dessous de ça. Grosso modo, là, pour vous faire vraiment les grosses, pour vous dire les grosses lignes, Anthony va participer sans doute avec nous. Je vais avoir une partie de mon équipe aussi en dessous, incluant Jimmy qui est l'avocat que vous avez pu voir dans d'autres podcasts, et Cédric Roxane, que vous entendez souvent parler dans le podcast, mais que vous voyez très rarement. Et il y a deux autres personnes que c'est à confirmer, donc je ne vais pas te donner les noms tout de suite. Excellent. Et en soi, c'est une marche / course. Dans mon cas, l'objectif que je me suis donné, c'est je vais essayer de marcher. En fait, je ne vais pas dire je vais essayer, je vais marcher 24 heures de temps avec une veste de 60 livres sur le dos. Donc, 24 heures d'affilée, pas de break, une journée complète. C'est quand même assez ambitieux. C'est à Mont-Tremblant, puis on fonctionne sur une base de donation. Donc, vous donnez sur une base volontaire. Ça va être publié, tout ça va être publié sous peu.
Question très simple. Vas-y. Pourquoi faire ça? Parce que c'est tough, man. Parce que je vais vomir. Parce que je vais sacrer. Parce que je vais cracher du sang. C'est une sorte de façon pour moi de dire, écoutez, il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie, qui ont le cancer, qui ont des maladies incurables, qui naissent avec un bras, une jambe, peu importe. Ouais. Je suis quand même bien dans ma vie de tous les jours de tout avoir, être en top shape. Je vais souffrir un peu pour toi. Tu sais, je vais en donner un peu pour qu'on puisse ramasser un petit peu d'argent. Puis ensuite, on va pouvoir donner cet argent-là pour t'aider. Fait que c'est une sorte de douleur qu'on s'impose pour mieux comprendre la personne pour qui on travaille. J'aime vraiment ça. Puis c'est en se mettant dans des situations difficiles comme ça que, en fait, quand tu vas passer à travers cet événement-là qui va être très rough là, physiquement. Puis en fait, je pense que ça doit être encore plus difficile mentalement là, de passer à travers. C'est super tough mentalement. Puis même physiquement, David Goggins a expliqué à un moment donné, parce que lui, c'est un ultramarathonien puis il est reconnu pour ça. Oui, j'ai lu son ton corps atteint un stade que tu sens plus tes sphincters. Fait que tu peux comme continuer, genre. Tu peux te dégoûter dessus. Genre, tu peux te... Ben, c'est ça qu'il disait parce que... Tu peux uriner ou... Ben, non, mais c'est ça, je lisais ça dans l'avion, son livre, puis... genre, littéralement, il se chiait puis se pissait dessus. C'est normal, les ultramarathoniens, c'est de haut niveau, c'est parce que tu sens plus. Il y a une douleur. La dopamine, à un moment donné, crée une sorte d'effet bloqueur. Ça fait du sens. Puis tu sens plus tes jambes et les sphincters. Fait que là, t'es genre, voyons, c'est mouillé. Tu regardes, ça sent. Là, tu fais, oh, bon, mais apparemment que... Tu sais, c'est ça que j'essaie d'expliquer à mon équipe. Je dis, ouais, ça se peut que vous voyez votre boss qui va se faire caca dessus. Tu sais, je suis comme... Je sais pas comment vous l'apportez autrement, mais tu te surpasses tellement que tes inhibiteurs lâchent. Et puis, tu as des hallucinations aussi dans des fins d'ultramarathon. C'est un classique. 9 personnes sur 10 hallucinent. Ouais. Tu vois genre Jésus ou tu vois le lapin de Pâques. Tu vois tout. Là. C'est parce que c'est vraiment un accomplissement. Fait que c'est le fait de passer à travers tout ça, puis d'être capable de passer à travers, tu te dis, il n'y a plus rien qui peut m'affecter. Qu'est-ce qui est pire que ça? Un 48 heures? Non, mais pour vrai, là, qu'est-ce qui est... Pas mal à rien. Right? C'est... On dirait que j'imagine que tu vas revoir un peu ta vie puis ton entreprise en perspective. T'es comme, je suis quand même bien, là, tu sais. Ouais. Je suis chill. Les problèmes que j'ai sont pas si difficiles que ça. Ben voilà. Et c'est en t'imposant une douleur comme ça, qui est une douleur contrôlée. Tu sais, c'est pas du sadomasochisme avec sadomasochisme. Ouais, t'aimes pas ça avoir te faire du mal, là. C'est pas ça. C'est pas un plaisir sexuel, faut le comprendre. C'est juste que c'est un plaisir psychologique dans le sens que tu testes tes limites. C'est un peu comme ceux qui aiment bien faire le quart de mille ou le 8e de mille. Ouais. Ta voiture, de temps en temps, il faut que tu mettes le moteur dans le tapis pour voir qu'est-ce que ça vaut. Mais c'est un peu ça que je me dis. Écoute, j'ai un corps qui est sain, un esprit relativement sain. Donc, on va le tester une fois de temps en temps. Fait que c'est ça qu'il faut essayer d'accomplir. Puis ça, vous pouvez le faire dans toutes les sphères de votre vie. Hein. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Hein. Et puis... Vous êtes aux études, OK, essayez de vous aligner, mettons, 24 heures d'affilée d'études. Vous êtes un sportif, essayez, mettons, de vous aligner 2-3 sessions de sport ou dans une journée. Vous allez voir que c'est agréablement satisfaisant le post-événementiel. Là. J'ai une question suite à ça. C'est le fait d'avoir comme, on répète souvent la mentalité, mais... C'est le fait que tu te lèves à 3h30 du matin. Oui. Bon. Un peu plus tard ces temps-ci, je dois vous avouer, c'est 4h30. Je me couche beaucoup plus tard. C'est déjà je suis slack. Je suis slack. 4h30, je me sens paresseux, honnêtement, ces temps-ci. Mais regarde. De t'imposer une structure puis une routine aussi, comme une structure vraiment aussi rough puis straight puis... En tout cas, bon, tu comprends ce que je veux dire. Oui. Est-ce que ça t'a causé peut-être des lacunes? Genre, même si tu penses que c'est positif sur le long terme, est-ce que ça t'a causé des problèmes de toujours te remettre en question puis toujours aller chercher plus? Est-ce que tu t'es dit, wow, à un moment donné, j'ai vraiment besoin d'aller aussi loin? Ou au contraire, oui, j'ai besoin d'aller aussi loin? Je te dirais que ça a posé des problèmes dans ma vie familiale et amoureuse. Je vais t'expliquer, c'est pas facile nécessairement quand... tu as une conjointe ou des membres de ta famille qui voient le genre d'horaire ou d'habitude que tu t'imposes. Ouais. À un point tel, à un moment donné, que ma blonde se demandait si j'étais sain mentalement. Là. Est-ce que c'est... pourquoi tu fais ça? C'est des questions parfaitement légitimes, comme pourquoi? Je vais juste vous donner un exemple vraiment banal. J'ai commencé à m'entraîner un peu plus justement pour courir l'ultramarathon notamment. Récemment, là, tu t'es repris vraiment en main. Là, c'est vraiment... je me suis tout le temps bien entraîné, mais maintenant, ça coûte 3-4 heures par jour. Là. Par jour. Puis, je m'achète un vélo stationnaire. Ma blonde voit ça arriver sur... c'est par Amazon, obviously, j'adore Amazon. Puis elle me dit, pourquoi tu t'es acheté ça?
Je fais, ben, tu sais, quand je suis en meeting, je peux pédaler. Fait que j'ai à peu près 2-3 heures de meeting par jour. J'ai un vélo stationnaire, j'avais regardé les dimensions. C'est tellement une bonne idée. Ça fit juste en dessous. Fait que là, si vous êtes en meeting avec moi, il y a une chance sur 2 que je sois sur le vélo. Ah ouais. Écoute, man, j'ai tellement shreddé puis découpé. Puis là, c'est juste drôle parce que des fois, le monde sont ça va, t'as de l'air essoufflé. Qu'est-ce que tu fais? Oh ouais, je suis en train de faire du bicycle. Là, je suis rendu à comme 20 km là, depuis le début du meeting. Là, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu sais. Ouais. J'étais un extrême, puis tu sais, je l'embrasse maintenant. Là. Avant, j'ai tout le temps été un petit peu gêné par ça, mais maintenant, j'embrasse vraiment cette personnalité-là. Cet extrémiste. Puis ta blonde aussi, j'imagine. Ouais, ben là, elle l'embrasse pas, mais elle a pas le choix. OK. Mais tu sais, ce que j'aime là-dedans, c'est que ça crée un branding, OK? Puis, à avoir cette mentalité-là, je le sais que quand j'ai des fournisseurs ou des clients qui se collent à moi, à cause de mon branding, c'est des gens qui sont comme moi, fait que je sais que ça crée une situation de confiance. Je le sais que fournisseur qui se crée à moi va pas me choquer. Qui se colle à moi va pas me choquer. Idem pour les clients. Fait que ça développe une sorte de... Ben, on est un petit peu pareil. On est un petit peu dérangés les deux de la même façon. Fait que c'est un peu comme une culture. Tu te regroupes. Culturellement, tu te regroupes. Mais je te dirais, c'est tough pour l'entourage, voir ça, là. Mais c'est l'évolution. Je pense qu'à un moment donné, ils disent, ben, Jay, c'est de même, puis comme... C'est une adaptation. C'est comme, what the fuck, tu sais, c'est niaiseux, c'est vraiment pas au même niveau, mais j'ai été confronté un peu là-dessus. C'est comme, il y a 2 fins de semaine, je commençais à me lever à 5 heures. Puis là, c'est comme, tu sais, ma mère, elle disait, ben là, quand on se lève à quelle heure demain, tu sais, 7-8 heures. Je dis, non, je me lève à 5, là, tu sais. Pourquoi tu te lèves à 5 un dimanche? Je me suis imposé ça, puis il faut que je le fasse, puis comme, j'ai en profité pour avancer mes affaires. Je me dis, mais t'es pas obligé? Je dis, oui, je suis obligé, tu sais. Ben oui, c'était une mauvaise compréhension, puis le fait aussi de se coucher plus tôt, tu sais, mais. Je vais juste réenchérir sur un petit point là-dessus. Ouais. Ça n'a pas besoin d'être un changement qui s'opère en 2 semaines, ça. Non, ça a été graduel pour moi, là. Écoute, quand j'étais à l'UQAM, là, je me levais à midi 1h pour faire, quand j'étais au bac. Ça, là. On retourne il y a une dizaine d'années. Ça s'est fait graduellement. Après, ça a été midi 11h. Ça a baissé un peu. Mais je suis pas tombé du jour au lendemain. Va me lever à 3h30. Ah, c'est parce que tu vas te péter. Là, mais non, ça l'a pas sur plusieurs années. C'est comme commencer à t'entraîner, c'est comme commencer à chauffer. La discipline. Parce que tu peux commencer une semaine top notch, la semaine d'après, puis il y a quelque chose qui se passe, tu tombes malade, puis là, t'arrêtes. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Qui retenez ces périodes-là. OK. C'est tous les moments qui sont le plus critiques à ce qu'une habitude casse. Fouillez-moi pourquoi c'est comme ça. Les 3 premiers jours, généralement, c'est le cas souvent pour quand tu arrêtes de fumer, les grosses drogues. 3 semaines, c'est le temps avant que ton cerveau s'imprègne une nouvelle habitude. Généralement, si tu es capable de t'entraîner 3 semaines ou de changer ton horaire de sommeil 3 semaines d'affilée sans compromettre rien, tu es correct. 3 mois, souvent, c'est parce que c'est lié à un changement de saison. Changement de saison, changement hormonal, soit dit en passant, moi je le sens dans le tapis, je sais pas si c'est comme ça c'est pour vous ces temps-ci, mais je suis démoralisé. Le matin, genre j'ai plus le soleil. T'es démotivé, tu veux dire, déjà? Pardon? T'es démotivé, c'est ça? Démoralisé? Oui, démoralisé, démotivé. Je suis comme... On n'est pas au mois de novembre. Moins de soleil. Oui, mais moi ça m'affecte beaucoup. Soleil, ouais. Fait que... plus froid. Puis le 3 ans, souvent le 3 ans, je pense que c'est plus en relation amoureuse, mais il y a une sorte de tu changes du statut de amoureux à complicité, si on veut. Je sais pas comment le décrire, mais à me donner une relation amoureuse, c'est plus comme les papillons du début. Là. Il y a une évolution. C'est ça, il y a une évolution qui se fait. Fait que ces 4 périodes-là, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, sont critiques dans généralement toutes les nouvelles habitudes que tu prends dans ta vie. Fait que fais attention. Mets ça à ton calendrier, mettons que tu prends une nouvelle habitude, puis sois particulièrement prudent dans ces périodes-là. Fait que, très bon. Faites-le baby step, OK? Un step à la fois. Essayez pas d'opérer, de déplacer les montagnes le jour 2, ça fonctionnera pas. Comme quand vous courez, un poteau de téléphone à la fois. Allez chercher le prochain poteau. Allez chercher le prochain poteau, et ainsi de suite. Amener le poteau va devenir 1 kilomètre. Le kilomètre va devenir 1 000. 1 000 va devenir un marathon, etc. Les dernières semaines, j'ai vraiment poussé mes limites là, personnellement dans le travail puis dans le personnel. Fait que de respecter mon horaire de gym, respecter mon horaire de me lever, mais aussi de mon alimentation. Je me fais des meal prep, tout ça. Fait que ça m'aide à... C'est tough. Ouais. Mais je vois le résultat. À chaque vendredi, je suis tellement content sur ma pesée, tu sais. Je le vois. Fait que c'est motivant. Mais j'ai vraiment poussé ma limite. Tu sais, je commence tôt à travailler, je finis tard à travailler, puis genre... J'étais content, puis j'étais fier, puis je me sentais accompli à la fin, mais j'étais comme, faut que je sois plus organisé. Tu sais, c'est des nouveaux problèmes, mais ça m'a permis d'exploser plus rapidement, d'aller chercher plus d'opportunités, puis de grossir. En 2 mois, là, je pense que j'ai fait plus qu'en 2 ans. Mais c'est malade, là. L'activité physique a 2 avantages qui sont extrêmement importants. Là. Premier avantage, c'est création de dopamine, OK?
La dopamine, on a ça en à peu près 4 façons, comme j'expliquais à un de mes mentorés il n'y a pas longtemps. Relations sexuelles, flatter un petit chien, faire des caresses à tes amis. Un plat de bouffe, j'imagine. Je pense que les glucides peuvent effectivement... Là, un certain point. Mais je suis pas sûr que c'est la dopamine, c'est un plaisir. Ah, ouais. En tout cas, il y a le sport. Ouais. Donc, nous, c'est le sport, obviously, qu'on vise dans ce cas-là. Puis c'est un excellent secrétaire de dopamine. Puis souvent, quand tu as des sportifs de haut niveau, là, je ne proclamerais pas être un sportif de haut niveau encore, mais exemple, qui se pète la cheville, il tombe dans une dépression. Ou quand il gagne les médailles olympiques, je prends Michael Phelps en tête, là, il gagnait la médaille olympique, arrêté de s'entraîner. C'est pas qu'il est devenu comme débile du jour au lendemain, c'est qu'il n'y avait plus cette dopamine-là, puis tu crées une sorte de dépendance à ça. 100%. Là, tu vas me dire, Anto, Chris, c'est pas bon de développer une dépendance. Oui, ça l'est. Dopamine, c'est une bonne dépendance. Ça te rend heureux naturellement, puis ça te pousse à le refaire le lendemain. Pas dans le cas de la drogue, mais dans le cas du sport. Tu cours le mardi, là, t'es comme Christy le lendemain. Ouf, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin. Tu vas recourir. Au fur et à mesure, tu as de plus en plus de dopamine. Puis je pense qu'il faut faire une distinction entre une bonne dopamine et une mauvaise dopamine. T'sais, une bonne dopamine, ben, tu as travaillé pour tes efforts physiques, tu es content, tu es fatigué. Puis ce qui est le fun avec l'entraînement, c'est que tu as une clarté aussi. Oui, moi, je m'entraîne le matin, là, toute la journée. Là, quand on fait des podcasts, par exemple, là, c'est clair, je sais exactement où je m'enligne. Puis je m'adapte facilement, right? Puis je suis plus calme, puis en tout cas, c'est plus le fun. J'ai moins mal à la tête, mais bref, là, je m'éloigne un peu. La mauvaise dopamine, TikTok, Instagram, c'est... Les likes. Checker tes likes, tes notifications. J'ai enlevé mes notifications sur mon cell, j'ai jamais eu de problème, ça m'a aidé, mais bref, de checker tous tes likes, tes commentaires, oh mon Dieu, c'est le fun, ça donne un petit boost, mais à la fin, tu te sens pas mieux, évidemment, parce que t'as pas travaillé pour, c'est du fast-food de dopamine, right? Mais de la bonne dopamine, c'est quand tu as travaillé pour, quand tu as accompli des tâches qui étaient difficiles. Je pourrais pas dire s'il y a plusieurs types de dopamine, pour être franc. Mais selon mon expérience, je pense que ça ressemble à ça. Mais effectivement, c'est un peu comme dans tout. C'est correct qu'on ait des habitudes, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. C'est juste qu'il faut que ça soit contrôlé. Mais dans le cas du sport, effectivement, puis ça, ça te permet de gagner confiance en toi. Oui, je pense que c'est surtout ça le point. Tu t'entraînes, même là, si t'es pas le mannequin suédois, là. Plus de dopamine, plus de confiance en toi, tu closes plus. Tu closes dans toute ta vie, hein, man. Vous pensez que là, que c'est juste les hommes d'affaires qui closent? C'est de la merde. T'en vas au bar, tu veux closer une fille. C'est clair. Quand tu vas prendre le numéro d'une fille, c'est-tu encore ça en 2023? Non, tu prends le Snapchat. C'est Instagram, Snapchat maintenant. Instagram, Dans mon temps, c'était le numéro de téléphone, OK? Tu closes. Ouais. Tu t'en vas acheter quelque chose sur Marketplace, tu négocies, tu closes. Ouais. Moi, dans le temps, c'était Vidéotron, aller chercher un film. La dernière Vidéotron a fermé hier. Comment négocier ton film? Mais tu pouvais, exemple, aller chez le petit... Hey, t'as pas connu ça? Mettons, t'allais chez le Mom and Pop, une petite business. Là, nous, il y avait gros ça à Granby. OK. C'était pas des gros branding, mais tu disais, hey, je te pogne 2 films, je te rappelle ça un club dimanche, de vidéo, là. Petit club. OK. Vous, c'est fou. C'est sûr que vous avez pas connu ça, TikTok, là. Mais non. Tu closes partout dans ta vie, là. Ouais. Puis tu closes avec toi-même aussi. Ouais. Je suis game de faire ça. Ah, t'es pas game. Hey, je suis game, tu te closes. Ouais. Fait que ça a un impact. Puis l'entraînement, la course, le rugby, je m'en fous, le soccer, le tennis, le golf, whatever, guys. Mais bougez, OK? Sérieusement, là. On va entrer dans une période creuse aussi. Octobre-novembre, c'est... C'est facile de prendre du poids. Et c'est facile de prendre du poids, mais c'est là qu'il y a le plus de suicides aussi. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que je veux quand même aborder durant le podcast aujourd'hui. Puis je veux qu'on en parle. Oui. On n'en parle pas assez ouvertement du suicide, OK? Je vais vous donner quelques réalités. Première réalité, tout le monde a des pensées sombres des fois. Pas nécessairement des pensées noires, mais des pensées sombres. Moi, Anto, peu importe. Moi-même, j'en ai eu cette semaine. Il a fallu que je fasse un reality check. Je fasse « Hey, man, time out. C'est pas normal que tu penses de même. » Je parle à Rox puis à Seth, je leur dis vendredi, je prends off, je m'en vais me déconnecter dans le bourg. Du vendredi ici, dans 2 jours. Nice. J'ai dit, je m'allais faire, m'aller marcher, m'aller faire du hiking, whatever. Mais c'est normal. On se lève pas tout le temps jouer, grounder, la vie va bien. Non. C'est de la merde, ça n'existe pas. Même Warren Buffett n'est pas de même, OK? Fait que c'est normal d'avoir des pensées noires. Le monde ne repose pas sur vos épaules. Calmez-vous. Ce qui vous semble dramatique aujourd'hui va être des peanuts demain, OK? Puis arrêtez de tout mettre sur vos épaules. Mettez tout sur vos épaules, mais stressez pas avec ça. OK? Vous n'êtes pas les seuls. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde oublie. Écoute, je me souviens très bien de la différence entre Pythagore et le théorème. Tu pourrais l'expliquer? Attends, on va te faire ça. On va se faire prendre. Je ne veux même pas revenir là-dessus, mais où est-ce que, écoute,
Ouais. C'était quand j'ai mélangé... c'était quoi? C'était le théorème de Pythagore où t'expliquais l'histoire avec le livreur de pizza qui a fait cette pizza pie, là, le triangle. C'était Pythagore, puis... Hey, je m'en souviens. Pythagore, puis Pipi. Pipi, c'est ça. C'est la même chose, c'est Pipi Pythagore, c'est pas la même chose. J'ai fait un lapsus entre Pipi et Pythagore. J'ai été la risée sur TikTok de comme Prof Sylvain, drôlement déprimant. Ah oui, mais c'est bizarre, mais dans toutes les sections commentaires, tout le monde qui ont une job l'utilisait dans leur job. C'est quand même incroyable. Hein? Ben ça, c'est vrai qu'indirectement, tu l'utilises, mais le point, c'est que, tu sais, bon, c'est sûr que personnellement, ça m'a affecté un peu. Puis honnêtement, j'ai considéré que c'est un peu du bullying ce qu'il y a eu. Okay? Je vais être bien franc avec toi. C'est du bashing, là. J'ai pas vraiment appuyé que ça soit véhiculé comme ça publiquement. Mais tu sais, j'ai quand même un thick skin, ça m'a pas trop dérangé. Mais tu sais, ça a été un petit lapsus banal il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui avaient vu cette vidéo-là avec des commentaires de haine. Puis tout ça peut faire du mal, puis surtout la première fois. La première fois, ça a dû se taper fort. Là, on débutait en podcast en plus. Ça faisait 1 ou 2 mois qu'on en faisait. C'était harsh. Mais regardez, je m'en porte bien aujourd'hui, mais je vous le dis, quand c'est arrivé, puis je lisais les commentaires, j'étais genre, what the j'imagine dans ta tête, tu te dis, hey, dans quoi je m'embarque? Oui, c'est vraiment la bonne affaire. Oui, j'ai eu ce questionnement-là. C'est sûr que je l'ai eu. Là. Je fais, hey man, j'ai fait une mini-erreur de lapsus, puis Pythagore, ça a tout été déformé. Oh, t'es un niaiseux, pas de scolarité. Ben, excuse-moi, j'étais à la maîtrise quand même. Je suis pas sans dessin non plus. Je savais très bien c'était quoi la différence entre les deux aussi. Puis le pris en contexte aussi, que, tu sais, la façon que la vidéo avait été montée des tiers parties, il n'y avait aucune considération du contexte en général. Où est-ce que j'expliquais grosso modo, pour faire simple, que le système d'éducation s'adapte trop à des spécificités du genre Pi puis Pythagore. Où est-ce que c'est très pointu, que tu t'en sens à peu près pas d'envie. Ça a été déformé de toutes les façons imaginables, puis ça a fessé. Regarde, fait partie de la game. Thick skin, man. Puis je prends le blâme là-dessus parce que, tu sais, je suis un marketeur, puis la manière que je veux pas faire des trucs clickbait, mais tu sais, quand tu montes une vidéo, tu sais comment qu'elle... Faut que tu la montes d'une certaine manière pour que ça aille chercher de la visibilité. Si tu fais des vidéos et que ça pogne pas, tu fais pas ta job à un moment donné. C'est bien beau, là, mais à un moment donné, faut que tu aies des... C'est un entre-deux, puis je pense que là, on va s'ajuster en conséquence, puis on travaille ensemble. Je pense que de modifier puis d'évoluer notre ligne directrice pour aller chercher du contenu qui est plus in-depth, par exemple. Tu sais, des vidéos... Ce serait cool là, pour notre chaîne YouTube, là, on pourrait parler de la stratégie de contenu un peu. Là. Pour notre chaîne YouTube, ben, déjà là, toutes nos discussions vont être en vidéo sur le podcast vidéo. Ensuite de ça, les shorts, ben, on pourrait faire des formats de 3 minutes. Okay? Donc des vidéos de 3 à 5 minutes. Puis là, c'est un sujet que tu rentres deep, puis on publie ça. Right? Puis il y aurait aussi des petites capsules de 35-45 secondes, mais je pense que ça rajouterait plus de contexte aux gens. Puis évoluer entretien condamné pour que ça soit, je pense, une référence au niveau du recrutement, puis aller chercher des gens de cette manière-là. Mais je pense qu'on grandit, je pense, puis d'après moi, les gens vont apprécier plus ce genre de contenu-là, qui est intéressant à aller revoir plus tard, par exemple. Parce qu'en fait, présentement, il y a beaucoup de personnes qui m'approchent pour que je les mentor, pour que je fasse la consultation, etc. Oui? T'as eu combien un peu dans le genre de Messieurs C, là. D'ailleurs, c'est rendu un fournisseur chez nous. Ben voyons donc. Ouais, ça, c'est vraiment un fournisseur super fiable. Donc, je te coupe, on pense pas des fois, mais la création de contenu, ça a venu comme... Bon, tu fais de l'argent, beaucoup plus d'argent avec ECN, c'est peut-être pas significatif, mais on pense pas que le contenu peut amener du revenu supplémentaire ou, de la visibilité de ce genre-là. Ça n'a apporté. Bon, tant mieux. Ça n'a apporté pour ça. Pas beaucoup par rapport à l'exposition, mais le monde m'approche pour être les mentors, genre, mais... J'ai pas, c'est vraiment no offense, mais mon temps est limité, puis à temps limité, je préfère le passer avec mes filles qu'à mentorer du monde. Je n'ai pas besoin d'argent supplémentaire. Fait que je pense que c'est juste vraiment adapter peut-être sa stratégie. OK. Mais non, je viens juste d'y penser, je viens de cliquer, il y a eu ça de positif. Fait que... Mais c'est ça qui est awesome. Fait que déjà là, on va continuer là-dessus. C'est sûr que les capsules, je pense, sont inspirantes. T'es une personne inspirante, puis c'est la manière qu'on... C'est justement ça, c'est toi qui m'a inspiré à mettre une ordre dans ma vie beaucoup plus, c'est de me lever tôt. Au tout début, là, quand on travaillait ensemble, là, je me levais à 11h. Ah, t'es un lève-temps. Hey man, pour vrai, là, puis comme je checkais tous mes messages, puis c'est sûr, parce que je commençais, puis j'avais presque pas de demande, puis j'étais même pas à l'école, tu sais. Fait que j'ai pas besoin de me lever tôt. Mais t'étais dans le creux de ta vie aussi. Ça allait pas vraiment bien, mais ça m'a vraiment aidé à aller vraiment level up ma game, puis à être beaucoup plus productif, puis créer du contenu de qualité, puis développer mes skills à un autre niveau. Fait que je suis content qu'on se soit rencontrés à cette activité de réseautage-là. C'est des vases communicants. Fait qu'il faut comprendre que tout le monde...
Je pense que c'est dans Coach Carter qu'est-ce qu'il explique à un moment donné quand le gars revient sur le terrain de football. C'est lorsque vous rayonnez, lorsque vous exposez de la lumière, ben, ça permet aux autres de faire la même chose. Ils sont plus gênés de faire la même chose ensuite. Ils sont plus gênés de montrer leur plein potentiel. Donc, lorsque vous rayonnez, lorsque vous illuminez la pièce, ça encourage les gens à faire exactement la même chose. Puis ça a un impact. Je t'ai aidé en sans le vouloir. Ben, veux ou veux pas, tu as augmenté la qualité de ton produit. Puis moi, de mon côté, j'en bénéficie sur les réseaux sociaux. J'ai fait la même chose avec mon équipe. Dans mon équipe, j'ai une de mes employées rendue sur la grosse diète très stricte. Elle perd du poids, elle se met en shape. C'est très cool, c'est ça. C'est t'inspire les gens. En forme. Hey, Cédric, il a passé, man. J'ai vu les photos avant et après. Là. Il a comme passé d'une shape à vraiment en shape. Mais ça a un impact sur leur humeur, man. Ils ont plus d'énergie, ça me drive, ça me libère du temps. Puis ça, c'est la lumière que j'ai dégagée. Puis ces gens-là me le rendent en double. Fait que, pas juste ça, ça rend les gens plus créatifs, je crois. Moi, à chaque fois que je finis un training, je suis comme, hey, ça serait une bonne idée de faire ça. Clairement. Mais autrement, là, oublie ça. Si tu restes dans ta matérialité, dans ta routine, il n'y a rien qui change. C'est sûr, tu vas être moins enclin à développer des idées. Comme quand je t'avais proposé, ben, quand tu vas faire ton run, ben, je vais aller te suivre puis je vais aller te filmer, right? Là, je vais pas courir pendant 24 heures, mais je vais prendre des snippets, right? Mais, tu sais, ça, c'est du contenu intéressant puis c'est toujours de s'éduquer sur les nouvelles techniques puis d'aller chercher l'attention puis l'intérêt des gens dans notre contenu. Oui, définitivement. Soit dit en passant, juste pour nuancer, ce ne sera pas de la course, mais de la marche rapide. Exact. 24 heures d'affilée, puis avec une marche rapide, c'est-tu un petit jog? C'est quoi ça? Ben, c'est genre, ça peut être jogger lentement ou marcher rapidement. À toi de voir les marathon, c'est pas de la course, là, j'imagine. Non, c'est ça. Le marathon, c'est pas. Ben, écoute, à moins d'être très haut niveau à 4 minutes, le kilomètre, là, c'est, on va dire, gambader. Est-ce que genre, tu chies dans tes shorts en. Genre, littéralement, t'as-tu peur de le faire? Ben, j'ai pas peur de le faire, là, mais ça arrive pas. Est-ce que tu anticipes l'intensité? C'est parce que 24 heures, c'est un one-time move. Là. Tu sais pas ce qui va se passer là-dedans. Est-ce que je vais pogner des engelures? Est-ce que je vais perdre connaissance? Mais c'est le 15 décembre? Oui. Ça va être à confirmer les dates. Là. C'est le samedi 10h. Ouais, c'est à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose. C'est ça l'affaire. Là. Ça, je me demande. Là. Je me pose beaucoup de questions. Tu peux pogner une tempête comme tu peux pogner une belle température. Fait que tu vas être habillé comme en hiver. Là. On s'adapte, on improvise, on domine, man. Puis, question plus technique. Genre, 24 heures, il faut que tu manges. Puis tu bois. Tu fais des quoi? power bars, de l'eau. Mais en marchant rapidement. Ouais. T'essayes de pisser en marchant idéalement. T'essayes par avoir numéro 2. Faut pas que tu dormes. Je pense que le seul temps de repos va être comme 1 ou 2 minutes. Quand tu finis le loop de 4 km, ça va être de monter dans le truc qui transporte dans les affaires de ski, là, dans les pentes de ski. Là. Ouais, un téléphérique? Oui. Ouais. Ça va être le téléphérique, mais ça, tu vois, c'est une lame à double tranchant parce que si tu te reposes 1 minute ou 2, c'est pas certain que les gens vont être capables de se relever et que tu vas te réveiller. Là. Fait que ça, 24 heures debout, là. Ouais. Ben, c'est tough, là, c'est sûr. C'est un objectif extrêmement ambitieux. Là. Comme Jean Anto avant, je suis pas sûr en tant qu'humain que je vais être capable de le faire, mais je me donne pas le choix. Donne le challenge. Bon, on va. Ouais, effectivement. Puis écoute, si c'est 18 heures, ben, ça sera 24 heures l'année prochaine. C'est tellement impressionnant. Fait que, ouais, tu vas être sur place, ça va être quand même chill. Sinon, cool. Qu'est-ce que tu voulais couvrir? Y a-tu des sujets délicats qu'on veut couvrir? Est-ce que tu voudrais avoir un autre enfant? Un autre quoi? Un autre enfant. Non. Je me suis fait poser la même chose par notre directrice de garderie. Ouais, non. Deux, c'est suffisant pour moi. J'ai l'impression que j'en avais un troisième. Ça déstabiliserait un petit peu ma vie, puis notamment la relation que j'ai avec les deux présentement. On a quand même un certain temps limité dans la vie de tous les jours, puis d'avoir un troisième brimerait. On peut parler un peu de tes filles, ça tente. On a parlé au tout début dans notre premier podcast, je pense, mais tu disais que tu identifiais déjà des traits assez... Il y a une de tes filles qui est plus leader, tu sais, qui est plus... on jump puis on le teste, puis une autre qui est un petit peu plus pensif, qui va prendre son temps pour prendre des décisions. Est-ce que, en vieillissant, est-ce que tu vois des traits se développer encore plus précis? Je te dirais que ça n'avait. C'est drôle parce qu'ils sont un petit peu inversés sur certains points, mais il y a Lilia qui est la plus vieille. Écoute, à quasiment 5 ans. Fait que tranquillement, elle commence à bien comprendre les notions de base. Bon, elle est capable de faire un lit impeccable, soit dit en passant. Là, faire son lit, c'est important, JS, faire son lit. Faire son lit, c'est très important, mais c'est quelque chose qu'elle sait faire depuis 3 ans. À 3 ans, elle faisait son lit. Moi, c'était Lilia, tu te lèves le matin, de temps en temps, fais ton lit. Là, 5 ans, on a fait un spot check, elle le fait encore aujourd'hui. Elle range chez tout. Il range les jouets après qu'il l'a utilisé aussi. Mais tu vois que
dès leur jeune âge, je leur impose une sorte de structure puis de discipline. Ma conjointe étant aussi quand même quelqu'un de très discipliné aussi, mais sur d'autres éléments différents. Je te dirais que oui, mais je pense que les années les plus importantes vont être vraiment de 5 à 7 ans. Où il va falloir qu'on soit vigilant sur ce qu'on va dire puis le remettre dans la tête. Je vais t'avouer qu'un des problèmes qu'on a, puis j'ai pas de difficulté à dire ouvertement non plus, on les expose peut-être trop au petit écran. Là. On a quelque chose d'urgent à faire. L'iPad. On met pas de patrouille. iPad un peu moins, pas vraiment, mais tu sais, pas de patrouille, passe partout, puis on devrait pas. On devrait pas le faire autant. On en est conscient au moins, là, on essaie de rectifier. En même temps, tu te poses la question, puis tu te dis, leur réalité, quand ils vont avoir 20 ans, ils vont vivre dans le metaverse probablement. Ils vont avoir des réalités différentes. T'sais, est-ce que c'est mieux de les mettre déjà ahead of the curve ou vraiment... Tu comprends ce que je veux dire? Je pars de la prémisse que je veux leur donner un step-up dans la vie. Je veux leur apprendre une éthique de travail. Je veux leur apprendre à être hard-ass. Je veux leur apprendre à être plus débrouillard que le standard qui est présentement véhiculé. Maintenant, n'importe qui peut savoir comment c'est quoi la solution à un problème avec YouTube, mais ne sait pas comment le faire. Exact. N'importe quoi. Je veux leur apprendre comment le faire. Puis c'est sûr que je leur donne un gros step de plus. Ils vont arriver à l'école, puis... Ça va paraître off, mais j'ai une expectative que, exemple, si ma fille se fait frapper, qu'elle redonne un coup ensuite. Puis c'est pas quelque chose qui est véhiculé dans la société. Ce qui est véhiculé dans la société, c'est t'as un coup, va en parler, aide des négociations, puis on va donner une sanction. T'es supposé prendre le coup. Ben c'est ça. Je suis vraiment pas, puis à un moment donné, c'était une discussion que j'avais eue il y a quelques mois avec ma directrice à la garderie. Et Lilia avait eu un coup, puis elle a repoussé l'ami. J'ai félicité Lilia. J'ai posé des questions. J'ai dit, Lilia, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, ben là, l'ami a pris mon jouet. Je voulais pas, il m'a donné un coup. J'ai dit, bon, OK. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Ben, je l'ai repoussé et j'ai pris le jouet. Mais c'est bon, ça. Puis, tu sais, la directrice était un petit peu fâchée contre moi. Puis je peux comprendre. Mais c'est pas comme ça dans la vie, OK? Dans la vie, tu es en affaires, tu te fais bouffer un client. C'est pas est-ce que je suis prêt à avoir le client? Faut que tu sois agressif, faut que tu reviennes. Que ça soit peu importe c'est quoi les sphères de ta vie, ce qui est aligné, ce qui est véhiculé dans les garderies puis à l'école ne reflète pas comment tu vas faire que tu te comportes dans ta vie adulte. C'est tough, OK, la vie adulte. C'est tough en business. Il y a des bêtes sauvages partout. Tu peux pas juste te cacher en arrière des hautes herbes et espérer être en sécurité. Il faut que tu apprennes à te défendre. Puis c'est ce que j'apprends à Lily à faire présentement. Éventuellement, ça va venir. Jamais donner le premier coup, mais tout le temps donner le deuxième. Assure-toi d'être capable d'encaisser le premier et de redonner le deuxième. C'est ça, ne pas être l'instigateur, mais en même temps, laisse-toi pas marcher ses pieds. Il faut que tu sois assez confiant pour dire non. Puis d'un autre côté, on revient ça de situation... La raison pour laquelle il y a gros du bullying puis toutes ces choses-là, c'est que le monde répond pas. Tu sais, on s'entend que c'est un classique, mais un bully, si tout le monde qui était dans la pièce ferait un stand-up, il n'y en aurait pas. Si un bully, là, d'après moi, son mindset, là, il va aller chercher les gens qui sont pas bien ou qui sont pas confiants ou qui ont peur ou qui sont très, très, très introvertis. Ils vont aller chercher le plus faible. Fait que si de base, t'es confiant ou... Je sais pas, t'es le petit gars qui fait des jokes à l'école, il y a peu de chances que tu te fasses pogner. Ouais, que tu te fasses picked. Exact. C'est sûr que t'as des circonstances, peut-être un surpoids, etc. T'as plus de facilité, mais la confiance va très loin. La manière que tu réponds à ces messages-là, tu sais. Oui, absolument. D'après moi, c'est ça, mais c'est un sujet très chaud, là. Ben, c'est que surtout... Je pense qu'en réalité, c'est un peu comme tout dans la société. C'est le mal prévaut quand le bon intervient pas. C'est vraiment juste ça. Ouais. Sans faire de parallèle présentement avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, si toute la planète interviendrait, la Russie, en quelques heures, serait dégommée. Là. Bon, là, je comprends qu'il y a des games politiques un peu partout, mais c'est le fait que personne ne prend position qui cause des problèmes. Si tu es dans la rue et tu vois quelqu'un qui se fait frapper, puis t'interviens pas, ben la personne va continuer à se faire frapper. Puis même si, exemple, c'est 3 gros gars qui sont assez imposants, si vous êtes 18 à sauter dessus, il n'y aura pas de problème. Mais ça, le monde n'intervient pas. Puis on fait des études d'ailleurs à New York, dans des endroits peuplés. Si une femme se fait agresser, il y a très peu de personnes qui vont arrêter, qui vont comme stopper de marcher puis aller arrêter l'événement. Sérieux? Oui. Les gens ne veulent pas de trouble. Ils font plein d'études sociales aussi. Exemple, le petit gars qui se fait maltraiter au McDonald's, puis personne n'intervient. Une proportion très mince de personnes va intervenir. Pourtant, suffirait d'une intervention pour changer une vie. Fait que quand tu apprends ta fille à justement intervenir puis se lever dans ce genre de situation-là, ça n'a pas juste un impact sur sa propre sécurité, mais sur la sécurité de ses amis aussi puis le monde qui l'entoure.
Parce que retenez une chose, là, comme je disais tantôt, seule raison pour laquelle il y a du mal, c'est que le bien n'intervient pas. Il y a à peu près personne qui naît fondamentalement méchant dans la vie. On le devient, mais la nature humaine n'est pas méchante en soi. Là. Il n'y a pas de personne qui naisse agresseur, qui naisse batteur de femmes ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que tu vois, que tu reproduis, mais c'est une question qu'il n'y a pas eu d'intervention adéquate au bon moment. Oui, puis c'est ton environnement, puis comment tu as été élevé aussi. C'est surtout ça, surtout quand tu es jeune, tu prends l'exemple de tes parents. Tout le temps. Ben oui, puis souvent, c'est très connu dans le domaine policier, ça se transmet de père en fils, battre des femmes. C'est vraiment très triste, mais la violence conjugale, souvent ton père ou ton fils vont l'être aussi. Si tu stoppes pas l'hémorragie, ce que tu vois, tu le répliques. Ouais. Si tu te fais battre par ton père. Ça, c'est dans tout, man. C'est comme les bonnes habitudes. Ouais. Tu sais, les habitudes que j'ai présentement, que je me lève tôt, ben je le sais que Lilia s'en rend compte. Je le sais quand elle le voit, mais ben oui, elle le voit. Elle dit, qu'est-ce qu'il fait, papa? Ma blonde dit, ben elle s'entraîne. Il s'entraîne. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Il travaille en bas. Ouais. Elle le sait. Elle, ce qu'elle va reproduire quand elle va avoir 9, 10, 11, 12 ans, 13 ans, elle va dire, je me souviens, quand je me levais, papa travaillait, m'a fait mes devoirs quand je me levais. Elle va faire ses devoirs seulement. D'un autre côté, si je fais la grosse matinée jusqu'à 10 heures, c'est quoi que ça va dire? Samedi matin, quand elle va être à l'adolescence, elle va dire, ben, c'est bien correct de faire la grosse matinée, samedi, dimanche, lundi, peu importe quand. Puis c'est pas nécessairement quelque chose que je vais inculquer. C'est correct de prendre off de temps en temps. Mettez-moi pas des mots dans la bouche, là. Mais faut pas que toutes les fins de semaine, tu fasses la grosse matinée. Mais faut pas abuser. Je pense on est tous humains, on n'est pas des robots. C'est bien beau, là, tu sais, t'as tellement des variables qui t'arrivent dans la vie, tu te dis, ben écoute, j'ai pas le choix, là, moi que je dors 2 heures cette nuit, là. Ouais. Mais comme, c'est du gros bon sens, puis tant que t'es à l'aise, je pense, dans ta discipline, puis je pense que la discipline, on n'en parle pas assez, là, mais c'est un gros joueur. La motivation, c'est éphémère. Oui, la discipline. Ouais, la discipline amène la motivation, je crois, là. C'est en faisant quelque chose que tu trouves poche ou qui est difficile, ça va t'amener de la motivation par la suite, mais l'humain est fait qu'on cherche toujours la facilité et non la difficulté. C'est qu'en fait, la motivation, ça a une date de péremption. Ouais. T'écoutes une vidéo, ça nous arrive peut-être d'écouter une vidéo, on est bien groundé, le lendemain matin, c'est fini. La motivation est partie. Même pas, dans 1 heure, c'est fini. C'est ça. Puis, mais souvent, quand tu dors, complètement, ça pogne vraiment toute la barre, puis tu te souviens même pas du vidéo. Ouais. La discipline, ça n'a pas vraiment d'échéance. Ça s'appelle le Spartan Paradox. Okay? Oui, les Spartiates. Les Spartes. Ouais. Mais vous allez taper ça sur Google, le Spartan Paradox, grossièrement, ce que ça veut dire, c'est mettez une date à votre calendrier. Okay. Puis l'objectif que vous voulez vous rencontrer, vous devez mettre une date pour le rencontrer. Okay. Faites pas juste dire « je veux perdre 10 livres ». Je veux perdre 10 livres, mets-toi une date. Ton cerveau va s'auto-conditionner si tu le vois de façon... Cet objectif-là, souvent, le classique, c'est que tu le mets dans un miroir de salle de bain, frigidaire ou quelque chose du genre. Tu vas le manifester de cette manière-là. Ça devient subconscient. Perdre chaque matin, mon gars. Tu te lèves les 2 yeux dans la graisse de bine, va chercher ton lait pour mettre dans tes céréales. OK. Je vois, exemple, que le 31 décembre, je vais peser 180 à 10% de gras. OK. T'as moitié endormi. Tu te lèves en plein milieu de la nuit pour aller boire. Fait que là, ça finit par s'imprégner, puis ça devient une deuxième condition. Fait que là, à un moment donné, tu vois, je sais pas, hypothétiquement, une poutine, t'as comme même pas le goût de la manger. Non, du tout. C'est ça que j'ai rencontré. Puis ça vient avec, tu sais, l'adaptation. Souvent, le monde qui commence à perdre du poids, ils ont l'impression que le craving des 3 premiers jours va rester comme ça pour toujours. Ce n'est pas. Ça, c'est un autre point que j'ai oublié de parler. T'en veux plus du sucre. Ton corps est adapté, ton cerveau s'est adapté. Screw it, je veux plus de sucre. Ça va, je suis bien avec mon pain, avec mon petit beurre de peanut puis mon pain santé. Là. Quand je pesais 220 livres, là, il y a 4 mois, pendant qu'il faisait au printemps, right? J'avais tout le temps un crave 1 fois par semaine, fallait que je me commande du sucre, fallait que je me commande un dessert ou j'allais manger du McDo, right? Puis là, le premier mois que je me suis pris en main, 2 premières semaines, ça a été rough, j'avais aussi du craving. Puis par la suite, j'étais comme, man, ça me tente même plus. McDo me lève le cœur. J'ai plus le goût d'aller manger un Big Mac. Ça me remplit pas. Puis 2, j'ai toujours un down parce que c'est des spikes de sel et de sucre. Hein. Ouais. Les fins de semaine, je mange pas de meal prep. Mais je mange d'autres repas équilibrés. Avec ma famille, par exemple. Okay, on va préparer, mais des desserts, j'en mange pas non plus, là, presque pas. Là. Puis c'est pas des desserts industriels, c'est vraiment, c'est fait maison. Puis c'est des bons nutriments remplis. Donc, mais je me sens pas le besoin d'aller, je suis dû, là, faut que j'aille manger du fast-food. Non, du tout. À chaque soir. Le fait aussi, c'est que l'affaire que j'ai changé, c'est qu'avant, moi, je pensais que c'était bon pour moi, mais je faisais je mangeais 2 repas par jour, mais
tu manges le matin, le rendu du soir, tu te goinfres dans plein d'affaires parce que tu as faim de ta journée. Mais maintenant, je déjeune, je dîne puis je soupe. Le souper, là, je mange, j'ai faim, mais je mange à ma faim. Il y a à peu près autant d'études là-dessus qu'il y a des résultats, là, mais grosso modo, écoute, j'ai fait le jeûne intermittent, j'ai fait le repas par jour, j'ai fait le 8 repas par jour. La réalité, c'est que c'est ta quantité de calories et la qualité des aliments. Peu importe que tu le manges une fois ou 8 fois, ton corps va bien s'adapter. Fait que ça, c'est une fausse croyance. Je sais pas si tu viens du keto, là. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait aussi, le keto. Ah ouais, man, tu vois. J'ai tout fait ce qui est inimaginable. Puis ça reste que, peu importe le style, tu as un nombre de calories. C'est pas compliqué. Okay? Ton char, tu as une tank à essence. Tu dois le remplir. Que ce soit 1,60$ par semaine ou 4,15$ ou 2,30$, tant que tu tombes pas en panne, la résultante, c'est qu'il y a tout le temps la même quantité qui rentre dedans. Puis la même qualité de gaz. Je passe pas d'un suprême ordinaire, médium, mais tout le temps la même chose, avec la bonne quantité, puis peu importe le nombre de fois que tu vas tanker, en l'occurrence le nombre de repas que tu vas prendre par jour, c'est à peu près pas différent. C'est sûr, peut-être quand tu es au niveau olympique ou tu as une situation particulière, une génétique particulière ou quoi que ce soit, il peut y avoir des exceptions, mais il n'y a à peu près pas de différence. Ben merci pour ce segment-là. Puis tantôt, on parlait un petit peu de... Tu sais, maintenant que j'ai beaucoup plus de choses dans mon horaire à faire et à accomplir, mais j'ai rencontré... C'est un gros problème, mais j'ai rencontré que j'avais souvent des oublis, tu sais, des petits oublis par-ci par-là, puis je me reprends en fin de journée, mais ça me désorganise, puis ça foire un peu mon flow dans ma journée, tu sais. T'as-tu des trucs que tu pourrais me donner pour éviter d'avoir ces oublis-là ou limiter ces oublis-là? Moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pop dans ma tête, je l'écris dans mon calendrier. Je sors mon Google Calendar, puis je l'écris. OK. Puis chaque matin, je regarde ce que j'ai rentré la journée précédente. Puis je le rentre dans... moi, c'est Monday, notre CRM, là. Fait que quand j'ai quelque chose, je le marque on the spot. Ça peut être dans votre section notes sur votre cellulaire ou quoi que ce soit. Je pars jamais de la prémisse que je vais m'en souvenir quand je vais être rendu là. Parce que ça arrive jamais. Ben écoute, il y a une chance, même si c'est une chance sur 10 que tu l'oublies, si ça fait ça avec 20 éléments dans ta journée, tu vas en oublier 2. Fait que quand il y a de quoi, tu le drops. Il y en a que c'est le classique du le pad avec le crayon. Le seul petit problème avec ça, c'est que souvent, avec toi, ça se perd aussi. Celle-là, tu as tendance à plus l'avoir avec toi. Il y en a que c'est les dictophones. Le principe, c'est quand il y a de quoi, tu l'écris. Pour qu'en plus, tu puisses dégager ta tête après. Parce que tu te dis pas, hey, faut pas que j'oublie ça tantôt. Nice. Ben, c'est ça. Faudrait que j'utilise un peu plus, mais tu sais, le cellulaire, c'est tellement plus facile pour me casser la tête ailleurs. Mais vraiment, fait que tu sais, c'est des petites niaiseries comme ça, là. Tu sais, comme je te disais, c'est un beau problème, mais je te donne un exemple concret, par exemple, dans le montage vidéo là, que je fais là, en ce moment, des vidéos de 1 heure qu'il faut que je monte. Parfait, on l'exporte, on envoie au client. Ah, il y a une correction. Là, ça me reprend un autre 2 heures pour l'exporter. Tu sais, ça, c'est du temps perdu. Pendant que ça exporte, là, je peux pas prendre de l'avance sur d'autres projets. Oui, exact. Si j'avais, par exemple, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est satisfait? OK, on l'exporte de même, parfait, ça te convient. Puis on passe à autre chose, tu sais. Mais... Tu l'exporter le soir avant de partir ça, je l'ai fait. Overnight? Ça, je l'ai fait déjà. Overnight, OK. Overnight, fait que... mais des fois, j'ai des deadlines dans la même journée ou la journée avant, puis bref, là, je vais m'ajuster en conséquence, mais tu sais, c'est des petits correctifs comme ça, de s'ajustement, puis c'est de la préparation, là, tu sais, c'est comme... Il n'y a personne qui est une bonne pieuvre, OK, dans la vie. Là, quand tu as gros des projets, tu as beaucoup de tentacules, tu as beaucoup de projets en simultané. On n'est pas des pieuvres. On ne peut pas avoir 8 tentacules qui bougent toutes bien synchronisées. Là. C'est normal à me donner qu'il y a une tentacule qui prend le bord. C'est pour ça qu'en ayant des notes, c'est un petit guideline. C'est un petit tuteur pour ta tentacule. Mais c'est sûr que, mettons que tu es en train de faire 3 clients, 4 montages différents, il y a une source d'erreur assez importante là-dedans, c'est normal. Mais c'est de faire des fichiers, puis d'avoir sur mon cell, j'ai commencé à faire ça justement comme tu l'avais dit, prendre des notes sur c'est quoi les spécifications par montage de chaque client, parce que chaque client est différent. Oui, clairement. Puis c'est des petites niaiseries, mais si tu l'oublies, ben on va le voir dans la vidéo, right? Fait que c'est ça. Moi, c'est ça mes challenges du moment. Toi, tes challenges du moment, ça ressemblera à quoi? On en a parlé un petit peu, mais comment tu envisages ça, la fin de l'année? Ça va être une belle fin d'année. Je vous dirais que présentement, tout le monde qui sont en business le ressent, mais les clients sont de plus en plus longs à payer. Les clients payent beaucoup plus difficilement. On n'est pas encore officiellement en récession. La récession, c'est qu'il faut que tu aies 2 trimestres qui soient rouges. Là. Okay. On est comme en récession technique présentement. Là. On attend quelques semaines avant que les données sortent, mais selon moi, on est officiellement en récession. Puis, tu sais, on le voit vraiment dans les clients. Bon, les clients sont plus ratoureux. Gossage pour des affaires de 50 cents de l'heure ou des trucs de même, les délais de paiement. Mais c'est surtout au niveau légal. Là, les gens, ils veulent aller faire de l'argent facile. Fait que des poursuites légales,
Il y en a ici et là présentement. On en vit présentement. On n'est pas instigateur des poursuites. On est instigateur des poursuites, c'est-à-dire qu'on n'est pas les défendeurs. On est ceux qui attaquent, si on veut, là, les demandeurs. Mais il y a beaucoup plus de situations présentement là, qui auraient dû être corrigées et n'auraient pas dû subvenir si on avait été dans un environnement économique plus satisfaisant, plus standard. Okay. Fait que je pense que ça va être... ça va probablement être les pires prochaines années que vous allez voir dans votre vie. Là. On risque d'avoir pas mal la grosse crise économique. Shit's gonna hit the fan. Il y en a gros. Les boomers ont connu la 80. La Gen X ont connu plus les 2000, la bulle Internet. Là. Nous, on est en train de la connaître présentement, mais selon moi, les subprimes, qu'est-ce qu'il y a eu en 2008? C'était 2009 plutôt, c'était des peanuts. C'est très personnel, mais ça risque d'être extrêmement violent là, les prochaines années. Et donc, en tant qu'entrepreneur propriétaire d'entreprise, c'est quoi la meilleure manière pour se préparer à ça? Bien gérer vos cash flows. Comme on a vu dans la vidéo il n'y a pas longtemps. Là, faites très attention à vos cash flows. Soit dit en passant, merci beaucoup de Drôlement Déprimant pour le partage. Super apprécié. Oui, merci. Gérez bien vos cash flows, priorité numéro 1. Priorité numéro 2, je vous dirais de limiter vos actifs et vos engagements financiers. Même si vous pouvez sur papier acheter un véhicule ou acheter une maison d'1 million, 600 000, 300 000, allez-y, mettons, avec 50% de votre capacité. Même si vous pouviez vous payer un Lincoln Navigator, allez-y avec un RAV4. Allez-y avec un RVR, etc. Présentement, vous n'avez peut-être pas de problème, mais si le taux d'intérêt monte encore de 4%, si vous perdez votre job, etc., limitez-vous. C'est pas compliqué, limitez-vous. Okay? Soyez tranquille. Puis je te dirais, niveau peut-être psychologique, ça va passer. Comme n'importe vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos parents ont connu ça. C'est temporaire, ça va se placer. On va reconnaître des belles années. Mais ça va être violent. Vous allez perdre des amis. Il y a sans doute de vos amis, de vos parents qui vont se suicider à cause d'une situation économique qui va être comme à chaque crise économique. Ça va être stressant, mais c'est temporaire. Ça fait partie de la game. C'est une balade en bateau, la vie. Hein? Là, voyez-le comme vous êtes sur une grosse vague, vous êtes en train de descendre. Mais vous allez repogner un bon flot à un moment donné. Là. Ben, surtout pour notre génération, nous, on n'a jamais vécu de crise économique quand on était bien trop jeune, en 2008-2009. C'est à cause de ça que vous êtes mou de même, Anto. Ouais. Vous avez tout le temps eu une accessibilité au crédit impeccable. Tu peux littéralement... Écoute, c'est pas normal, économiquement parlant, qu'un jeune peut emprunter pour un champ neuf quand il n'y a pas de revenus adéquats. C'est vrai? Tu peux faire ça, vous avez le droit d'avoir des cartes de crédit comme au secondaire, avec des grosses limites. Là. J'avais entendu du monde en secondaire 5 qui avait comme 5-10 000 là, sur leur carte. Là. Je te donne une tranche de vie. Quand j'étais dans Clotis, ma première année, ça faisait même pas 6 mois. Là, j'ai ouvert un compte d'entreprise puis tout. Puis ils m'ont offert une carte de crédit de 22 000 $. Oui, mais c'est pas 22 000 normal, j'ai-tu besoin de 22 000 j'imprime des t-shirts big. Non, tu te rends compte si tu avais acheté, mettons, un champ là-dessus. Comme... j'aurais pu facilement, s'il m'a tout acheté là-dessus, j'ai 22 000 dans mes poches. Accessibilité du crédit, pire chose à faire. Deuxième pire chose, tu sais, la fameuse PCU, où est-ce qu'à peu près tout le monde a eu 8 000 sous forme de don. C'était un don, là, on va se le dire. Là. Ça a été un coût. Ça a été la pire insulte pour les entrepreneurs, honnêtement, que le gouvernement pouvait faire. Troisième des choses, c'est le débalancement actuel entre en fait, les employés et les employeurs, beaucoup plus d'employeurs sur le marché par rapport à la capacité d'employés. Ça, ce que ça va créer, je peux aussi t'exposer un peu dans quelques années, ça va créer une vague antisémite. Parce que le monde va dire « Ah, les hosties de Chinois, les hosties d'Arabes volent nos jobs, les hosties d'Indiens. » Non, ils ne volent pas vos jobs. C'est des jobs que vous n'avez pas pris. Eux, ils arrivent ici, pas de terre, ne parlent pas français, pas de famille. S'ils prennent votre job, ils ne vous l'ont pas volé. Ça va subvenir. Parce que le monde qui arrive ici travaille, font des jobs ingrats. C'est des avocats, des médecins, des ingénieurs qui font des jobs au salaire minimum pour rebâtir leur vie. Ils ne vous volent pas leur job. OK? Puis ça, ce que ça va faire quand le marché va se rééquilibrer dans 5, 10, 15 ans, il n'y aura plus de job parce que ça va tout être les nouveaux arrivants qui vont les avoir pris. Puis c'est bien correct comme ça. Méritocratie. C'est la méritocratie. C'est eux qui le méritent. C'est pas les gens qui s'assoient sur leur cul. Puis ça va créer un gros débalancement puis probablement des vagues de racisme. Puis on a tout eu les tendances. Hein, avant, c'était les Chinois. Maintenant, c'est plus vraiment les Chinois, mais je me souviens, dans mon jeune temps où mes parents, c'était les hosties chinois volent nos jobs. C'était le même. Là, ça a comme changé un peu. Après, ça a été plus islamique / arabe avec 911. Bon, ça a été stimulé par ça. Là, c'est rendu plus indien.
L'Inde, il y a beaucoup d'Indiens, en fait, qui viennent ici pour étudier et travailler. Ouais. Fait que ça va créer un mouvement. Ça risque de créer un gros choc culturel à ce niveau-là, là, sérieusement. Non, malheureusement. Remettez-vous en question si vous avez ce genre de discours-là. Pourquoi genre tu vaudrais plus que l'autre? Honnêtement, c'est quoi ta valeur sur le marché? Vraiment, là, regarde ça. Parce que moi je suis né ici, je devrais avoir les opportunités que l'autre a eu un diplôme, par exemple, pour aller chercher ce poste-là. Non. C'est qu'imaginez, doesn't work. Vous arrivez avec tous les avantages du monde quand vous naissez au Québec puis vous voulez une job au Québec. Okay? Fait que si vous n'êtes pas capable d'accéder à ça, malgré le fait que vous avez eu tous les outils, c'est un manque de débrouillardise de votre part et ou c'est une débrouillardise beaucoup plus importante de la part de la personne qui arrive. Ouais. Fait que c'est sûr qu'en tant qu'employeur, je vais définitivement prendre la personne qui a plus de débrouillardise. C'est vraiment un shortcut, là. Mais une langue, ça s'apprend. Des méthodes de travail, une culture, ça s'apprend. Une aptitude, ça s'apprend très difficilement. C'est rare le monde qui change de personnalité puis de mindset. Une attitude, tu veux dire? Oui, une attitude, c'est pas une aptitude. On a une attitude de 2T. Yes. Et que c'est pas mal ça. Je pense que c'est l'avenir, c'est ça que ça nous réserve. Ça va être violent. Il va y avoir des mouvements culturels assez violents. On ne sait pas trop ce qui nous attend non plus avec le conflit Ukraine-Russie. Ça va-tu péter en 3e guerre mondiale? Si ça pète, on va être le premier à aller au front. Je pense qu'il faut continuer comme business as usual. Puis faut pas s'attarder. Pousser, right? Parce que si on regarde tous les problèmes, parce que toutes les générations ont vécu des problèmes, puis si tout le monde s'était attardé à ça, puis qu'il y aurait à se mettre dans son coin puis ne pas prendre action à cause qu'il y a une situation plus... Tu sais, c'est un peu la pandémie de ne rien faire parce que, bon, t'es limité par certaines choses, mais bon. En moto, ce qu'ils disent, c'est garder tout le temps le focus sur le... Vous allez aller où est-ce que vous allez regarder en moto, c'est ça. Okay? Si tu regardes la caméra, tu vas aller vers la caméra, mais si tu regardes l'écran, c'est là que ta moto va pogner le champ. Fait que gardez en tête qu'il y a quelque chose ici, mais regardez-le pas. Il y a quelque chose ici, mais si vous détournez là, vous allez vous planter. Fait que continuez à regarder par en avant. La moto suit le regard. Yes. JS, c'est quoi ton conseil du mois? Le conseil du mois. Plus que jamais, soyez résilient. Ça a bien été. Ça va mal aller. Adaptez-vous. Ça va recommencer à bien aller éventuellement, mais soyez résilient. Ça va pas être facile les prochains mois. Vous allez peut-être perdre votre job, vous allez peut-être tomber en grève, là, comme tout le monde est rendu en grève présentement, whatever quoi. Plus calme, mais bonne pour ça. Changement de saison, bon, on est en crise économique. C'est la vie, guys. C'est la vie. Ça fait partie de la game. Ça va redevenir beau. Laissez-vous le temps. Thanks, man. Soyez résilient. Merci encore pour ton passage au podcast. On se revoit dans un mois. Attends un peu. Toi, c'est quoi, Anto? Mon conseil. Ton conseil du mois? Soyez résilient. Je te pogne en blind spot. Ça, c'est un truc de politicien, soit dit en passant. Retourner les questions? Oui, quand tu retournes les questions, mais ce que tu fais, c'est petite touche d'humour pour éviter l'attention le temps que tu réfléchisses en background. Ouais, je devrais peut-être... T'essaies de gagner du temps. Je m'inspire beaucoup de M. Legault. Je trouve que c'est une figure inspirante. Là, on touchera pas ça. Mais mon conseil... Ce qu'Anto a dit durant tout son podcast, c'est mettez-vous en forme. Vous allez, ça a vraiment un bon impact sur sa vie, dans sa vie. J'aimerais ça me faire plus inviter dans les podcasts parce qu'on dirait que j'ai plein de choses à dire. Invitez-moi dans les podcasts. Mais mon conseil pour vrai, là, c'est genre la discipline, ça fait partie prenante de nos vies. Il faut le faire, faut se prendre en main. Puis si tu te prends pas en main, il y a quelqu'un qui va te dépasser puis tu vas te sentir comme une merde. Honnêtement, parce que tu vas savoir intérieurement que t'as pas assez forcé, t'as pas assez poussé. Tu peux aller chercher plus. Ouais. Tu sais? Puis tu vas avoir tendance, suite à ça, à mettre la faute sur les autres, la faute sur la société. Puis comme c'est pas une bonne mentalité, parce que là, tu continues juste dans un rabbit hole qui est vraiment négatif. Ça m'est arrivé il y a une couple de mois de voir un compétiteur qui a commencé plus tôt que moi puis qui a vraiment explosé plus rapidement. Je suis comme merde. Mais maintenant, je le respecte, puis je trouve que sa stratégie est vraiment nice. Mais au tout début, j'étais comme... Je pense savoir c'est qui. Il a coupé les coins ronds, là. Son prénom commence par G? G? J? Non. OK. Non, mais on s'en parlera après, OK? Ouais. On s'en parlera après. Mais ouais, bref, c'est ça. Mettez-vous les mains à la pâte, puis genre, tu sais, grind et... faites ce que vous savez, ce que vous avez à faire, comme Drôlement Inspirant dit souvent, comme... C'est mettez les efforts. The more you put in, the more you put out. Fait que je dirais ça. Puis entraînez-vous, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien dans votre vie personnelle.
Si vous connaissez Denzel Washington, là, oui. il explique, il fait un parallèle, il dit, lorsque vous allez être sur votre lit de mort, laissez pas les fantômes du « j'aurais donc dû » vous hanter juste avant que vous mourrez. Tellement. Fait que vaut mieux une douleur immédiate qu'un regret sur votre lit de mort. Legit, plantez-vous, puis surtout quand t'es jeune, je dis souvent, mais t'as pas de responsabilité, ou presque pas, ok? Fait que c'est le moment pour... Je prends mon exemple, moi ça a été le moment de risquer aller chercher un nouveau coup fixe avec le studio. Le retour sur investissement est incroyable, mais à court terme, tu te dis merde, c'est stressant parce que là, il faut que je me rajoute des coûts. Puis tu regardes ton fichier Excel au début, ça te dit que ça marche pas. Là. Mais là, ça marche. Puis je suis content d'avoir fait le move. Si j'avais pas fait le move, là, je serais encore dans mon appart. Puis probablement que j'aurais pas gagné autant de clients ou j'aurais même pas gagné de clients ou j'aurais pu en perdre aussi. Fait que, bref, prenez des risques, continuez à grandir. Personne n'est parfait. That's it. Good. Thank you, guys. Drop the mic.